Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, la Guinée et la Banque mondiale paraphent 3 conventions de près de 150 millions de dollars. Le volet social et économique sont ceux concernés pour la riposte au Covid-19. Falilou Diallo sera dans ce journal pour plus de détails. Également dans ce journal, les félicitations de la hiérarchie militaire à Dr Mohamed Diané, ministre d'État chargé des affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, suite à sa confirmation à son poste par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. On parlera également de la traite des personnes, mais surtout des efforts fournis par notre pays en matière de sensibilisation, de respect des droits des victimes et des sanctions infligées aux coupables de ce fléau. C'est tout pour les titres. Bonsoir à tous. Merci de préférer la RTG pour vous informer. La convention de base relative à l'exploitation du gisement de fer du mont Simandou a été adoptée ce vendredi par l'Assemblée nationale. Ce projet financé à hauteur de 14 milliards de dollars américains va générer des milliers d'emplois directs et indirects sous la direction du consortium SMB Winning. Compte rendu François Lama. Cette convention de base qui vient d'être adoptée porte sur l'exploitation des blocs 1 et 2 du mont Simandou dans l'extrême sud du pays. L'Assemblée nationale est partie de nombreux avantages offerts par le projet pour adopter la convention de base. L'objet de cette convention est la réalisation et l'exploitation d'une unité industrielle de production d'une capacité de 80 millions de tonnes de minerai de fer par an. Les investissements sont estimés à 14 milliards de dollars US, dont 6 milliards de dollars sur fonds propres. Cette convention définit également les conditions juridiques, financières, environnementales et sociales pour la conduite des opérations ainsi que des engagements respectifs du consortium Winning et l'État. La réalisation de ce méga-projet aura un impact significatif sur le développement économique et social de notre pays, avec, à la clé, la création de 30 000 emplois directs et 65 000 emplois indirects. Dans les débats qui ont précédé le vote, les députés ont insisté sur le respect des clauses du contrat qui tiennent compte surtout des études d'impact environnemental, mais aussi de l'emploi des riverains du projet. Le groupe s'inquiète quand même quant à la viabilité financière au plan des impôts et taxes perçus par l'État. Nous croyons que les exonérations sont démesurées et nous appelons à la vigilance du gouvernement et du Parlement dans la suite des opérations. Le groupe recommande d'éviter la multiplicité des guichets au profit d'un seul au Trésor national et d'une seule institution bancaire si nécessaire au plan international. À l'image de certaines sociétés minières opérant sur le territoire national, le groupe recommande la construction à Kérouané d'une infrastructure sanitaire de niveau acceptable qui puisse recevoir aussi bien les travailleurs expatriés que les Guinéens vivant dans la région. Le gouvernement a saisi la réalité du milieu financier, les réalités du secteur minier du moment pour offrir au peuple de Guinée cette convention qui, sa mise en œuvre, permettra à la Guinée de prendre de l'envol. Les 2 départements essentiellement concernés, les mines et le budget, ont promis de traduire dans les faits les recommandations formulées par l'Assemblée nationale. Nous avons pris bonne note de tout ce qui a été recommandé, mais nous avons surtout apprécié le soutien massif des députés à cette convention qui est une convention majeure dans le développement du secteur minier guinéen. Au nom de l'Assemblée nationale, le président de l'institution parlementaire a salué la démarche de l'exécutif pour l'amélioration des conditions de vie des Guinéens à travers ce projet. Au nom de l'Assemblée et à mon nom personnel, remercier le président de la République pour toutes les dispositions utiles prises pour les députés pour rendre leur travail facile.
Le regard est maintenant tourné vers le démarrage et la réalisation concrète du projet. 3 autres conventions de près de 150 millions de dollars paraphées, cette fois entre la Guinée et la Banque mondiale. Le volet social et celui économique sont ceux concernés pour la riposte au Covid-19, y compris le renforcement de l'autonomisation des femmes. Falilou Diallo. Ce sont au total 3 accords de financement qui viennent d'être paraphés entre le gouvernement guinéen et le groupe de la Banque mondiale. Il s'agit du programme régional pour l'autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel, du projet de riposte d'urgence et d'appui au programme NAFA, mais également du projet de préparation de la riposte contre le Covid-19 en Guinée. Le tout pour un montant de près de 150 millions de dollars américains. Ces 3 accords constituent un appui majeur pour l'effort du gouvernement pour lutter contre cette pandémie dont on ne connaît pas encore les ramifications et l'impact négatif que ça va avoir sur le monde, sur l'économie mondiale et surtout sur l'économie guinéenne. Et je suis rassurée d'entendre monsieur le représentant de la Banque mondiale nous dire que nous allons continuer le dialogue pour justement mieux structurer l'appui de la banque sur le moyen terme. À cet effet-là, le gouvernement a initié l'élaboration d'une stratégie nationale de riposte contre cette pandémie et qui va porter sur la période 2020-2022. Et pour cela, nous sommes en dialogue étroit avec nos amis de la Banque mondiale, mais aussi avec les autres partenaires. À travers ce acte, la Guinée, le groupe de la Banque mondiale concrétise l'excellence de la qualité du partenariat stratégique et du dialogue au pays, tout en apportant des réponses stratégiques et un développement économique durable et inclusif. Je voudrais rassurer la Banque mondiale quant à la bonne utilisation de ces ressources. Je peux vous assurer que la République de Guinée tiendra tous ses engagements et prendra également les dispositions nécessaires en vue d'un décaissement rapide des fonds. Je voudrais par ailleurs saisir cette opportunité pour inviter la Banque mondiale à continuer à nous soutenir par le financement des investissements en infrastructures physiques et sociales, sans oublier le renforcement des ressources humaines dans notre pays. Ainsi, pour résister aux conséquences du Covid-19, la Guinée, le groupe de la Banque mondiale, s'engage dans la capture du dividende démographique tout en mettant le capital humain au cœur des politiques et programmes pour la période 2020-2024. Je vous le disais dans les titres, le ministre d'État chargé des affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, félicité par la hiérarchie militaire, Dr Mohamed Diané, confirmé récemment à son poste par le chef de l'État, reçoit les vœux de bonne continuation de ses collaborateurs. Reportage sergent-chef Aboubakar Kamano, correspondant de la presse militaire. Confirmé la semaine dernière, le ministre d'État chargé des affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, a reçu ce vendredi la hiérarchie militaire venue lui présenter les vœux d'admiration. La chaîne de commandement militaire a mis l'occasion à profit pour témoigner sa satisfaction et réaffirmer son engagement à accompagner son ministre dans l'accomplissement de sa noble mission. Excellence, Monsieur le ministre d'État, l'événement que nous vivons est l'expression de la reconnaissance de vos immenses efforts consentis dans la conduite des activités départementales, couronnées par de brillants résultats avec des acquis nombreux ces dernières années. Nos sincères remerciements s'adressent à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a bien voulu renouveler en vous la confiance que vous avez su mériter dans l'accomplissement des nobles missions gouvernementales et dans la conduite des délicates affaires présidentielles. Investi de la confiance du président de la République, chef de l'État, chef des armées, professeur Alpha Condé, Dr Mohamed Diané est déterminé à conduire à nouveau les destinées de l'armée guinéenne. Il invite les militaires à plus de vigilance et de loyauté. Vous me permettrez de remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, pour cette marque de confiance à notre égard. Nous constituons la colonne vertébrale de la Guinée.
À ce titre, nous avons une responsabilité énorme dans la préservation de l'intégrité de notre territoire, mais aussi dans la protection de nos concitoyens. C'est pourquoi j'exhorte chacun à redoubler d'efforts pour nous permettre d'atteindre nos objectifs. Au cours de cette rencontre tenue au ministère de la Défense nationale dans le strict respect des gestes barrières, les prières et bénédictions ont été dites pour la paix et la quiétude sociale. Et puis, avec la pandémie du coronavirus, les 183 pays membres de l'Organisation mondiale des douanes, dont la Guinée, se sont retrouvés en visioconférence. Deux sujets essentiels étaient à l'ordre du jour: le vote du budget et la reconduction du mandat de toutes les instances au compte de la 135e et 136e session de l'organisation, initialement prévue à Bruxelles. Reportage Mohamed Seyarsouma. La visioconférence à la rescousse des 135e et 136e sessions du Conseil de l'Organisation mondiale des douanes. La Guinée, pays membre de l'OMD, n'est pas en marge de cette innovation. Sur les 7 points inscrits à l'ordre du jour, figure la reconduction du mandat des instances dirigeantes. Une décision unanime qui profite également aux douanes guinéennes qui assurent la vice-présidence de la région de l'OMD AOC. Après consultation avec les directeurs généraux des douanes des 23 pays de la région, donc de l'Afrique occidentale et centrale, l'unanimité s'est dégagée à ce que la Guinée continue son mandat jusqu'en fin décembre 2020. Donc c'est presque unique en son genre. Soit vous faites une année, vous faites 2 ans, mais la Guinée est allée au-delà de 2 ans, même pas 2 ans et demi, parce que ça devait prendre fin depuis le mois de mars. Cette prorogation de mandat n'est pas fortuite. La raison est double: la pandémie de Covid-19 et la régularité des contributions financières. La Guinée fait preuve de bon élève, sa cotisation ne fait pas défaut. Il y a des pays qui contribuent à hauteur de leur capacité, mais ce qui est sûr, c'est que la Guinée est à jour dans les contributions. C'est pourquoi je voudrais d'ailleurs remercier très sincèrement les autorités de la Guinée, en l'occurrence le président de la République, le professeur Alpha Condé, qui a demandé que la Guinée soit à jour dans les cotisations au niveau international. La mobilisation des fonds auprès des 183 pays membres de l'OMD va déboucher sur l'adoption du budget 2020-2021 de l'organisation. Un vote est finalement imposé à la demande des autorités douanières guinéennes. Le document est validé par la majorité. Ça fait beaucoup de discussions et finalement, je crois que nous l'avons adopté par voie de vote. Donc finalement, le président du Conseil a demandé aux membres de procéder à un vote et je crois que nous avons voté. Le budget a été finalement adopté parce que le rapport est finalement adopté, ce qui va permettre au secrétariat de l'OMD de fonctionner et ça nous permettra de continuer nos activités douanières même avec le Covid-19. Une réunion technique du comité financier de l'OMD devra définir la mise en œuvre de ce budget annuel. Ceci pour accompagner les instances reconduites et préparer si possible le renouvellement des mandats au-delà de décembre 2020. Les petites et moyennes entreprises seront mondialement célébrées demain 27 juin. Ces PME ont des capacités non négligeables dans la création d'emplois et de richesses, mais elles ont encore de la peine à jouer pleinement leur rôle. Pour renverser la tendance, le gouvernement guinéen se munit de beaucoup d'instruments d'appui pour leur décollage effectif. Je vous invite à suivre la déclaration de Thibou Camara, le ministre d'État de l'Industrie des petites et moyennes entreprises. Elle est commentée par Abdul Karim Camara. De nos jours, plus de 1500 micro, petites et moyennes entreprises sont identifiées dans divers secteurs de l'économie guinéenne. Mais leur rôle d'incubateur de croissance préoccupe. Le constat révèle un accouchement au forceps pour ces entreprises dans la création d'emplois, de richesses et de production de biens et services. Une précarité à laquelle s'ajoute cette année la pandémie du coronavirus. C'est pourquoi la célébration de cette année n'enregistre pas d'activité particulière, mais elle s'inscrit à travers les médias dans le même objectif de sensibiliser l'opinion nationale sur l'importance des micro, petites et moyennes entreprises
dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Elle constitue environ 99% des entreprises de notre pays, avec une prépondérance des micro et petites entreprises évoluant souvent à l'informel dans des secteurs non structurés. Cette situation précaire s'est aggravée avec l'apparition de la pandémie de la Covid-19. Depuis plus de 5 ans, des efforts sont fournis pour que les PME deviennent l'un des moteurs de la croissance économique du pays. Des outils de qualification de ces entreprises sont ainsi créés par le gouvernement. Ce sont les lettres de politique nationale des PME et du contenu local, une charte nationale et un projet de renforcement de la compétitivité des PME. La mise en place de tous ces mécanismes institutionnels, juridiques et financiers résulte de la volonté politique de son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, de faire de la PME guinéenne un véritable levier de croissance de notre économie. L'ambition de notre gouvernement pour les PME est grande et consiste à créer une masse critique de PME compétitives, dynamiques et innovantes, capables de contribuer significativement au développement inclusif et durable de la Guinée. A rappelé aussi que des fonds de garantie des prêts aux entreprises et d'appui aux groupements d'intérêt économique ont été récemment créés par le chef de l'État. En perspective, le gouvernement s'engage à booster cette politique d'appui par l'opérationnalisation effective de ces instruments d'accompagnement. Après les nominations, la série de passation de services se poursuit. Les ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, du travail et des lois sociales et celui de la fonction publique font officiellement leur entrée au gouvernement Kassori. Ils ambitionnent tous de révolutionner leur secteur afin de répondre aux attentes du peuple de Guinée et du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Moussa Komara, Francis Colli. En prenant fonction à la tête du département de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, Zénab Dramé a gros sur le cœur. Elle espère changer l'image de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Elle compte finir la construction des écoles régionales des arts et métiers de Koya et d'Aboula en chantier il y a près de 2 ans. Surtout, trouver des équipements pédagogiques pour les 4 autres écoles construites depuis 2 ans dans les villes de Boké, Sigiri, Labé et Zérékoré. Ces objectifs, elle compte les atteindre avec le soutien de ses collaborateurs. Nous avons déjà un premier défi à relever, celui de la réouverture des établissements scolaires, universitaires et professionnels du pays pour sauver l'année scolaire et l'universitaire en cours. Les autres défis, vous les connaissez déjà. Je pense notamment à la promotion de l'emploi, car j'ai la ferme conviction que l'acquisition des compétences professionnelles par notre jeunesse, qui en a tant besoin, est le meilleur moyen de création de richesse nationale et donc un appui essentiel dans la mise en œuvre de la stratégie gouvernementale du développement durable. Dans cette dynamique, les partenaires techniques et financiers nous gratifient de leur appui. Au nom du gouvernement, je tiens à les remercier pour la qualité et la pertinence de leur accompagnement. Dans la même salle, le nouveau ministre du Travail et des Lois sociales fait son entrée dans le gouvernement Kassori à travers cette signature du procès verbal. Cet ingénieur chimiste promet de s'investir dans le renforcement du dialogue social. Prenant fonction en ce jour, je mesure l'ampleur de la tâche qui m'attend. Au regard de la situation spécifique du secteur du travail qui, de par son nom même, est la locomotive de notre pays, entendu que c'est le travail qui crée la richesse, c'est l'essence même de la vie et c'est par le travail que la société se partage les richesses. Comme tel, je mesure aussi la nécessité d'avoir une vision claire et réaliste des défis qui jalonne ce nouveau département qui a jusque-là souffert de multiples dépendances vis-à-vis d'autres ministères, rendant souvent peu visible son importance
tout au long de l'évolution de notre pays. Au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Dr Aboubakar Oumar Bangoura prend la commande à la suite de Kader Yassine Bari à 48 heures de l'ouverture des classes. Ce sous-secteur de l'enseignement connaît ces dernières années de grandes réformes pour la qualification de la formation au service du développement du pays. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est caractérisé par la diversité des objectifs qui rend complexes ces missions dont les axes stratégiques sont les suivants. L'amélioration de la gouvernance des institutions de formation et de recherche, le renforcement des compétences et la motivation du personnel, l'amélioration de l'accès à l'enseignement supérieur et de l'équité, le développement de l'enseignement numérique par l'innovation, la mobilisation des financements et la diversification des sources, l'amélioration de la qualité des enseignements et des apprentissages, l'amélioration du plan d'urgence de la formation des formateurs. Dr Mamadou Balo, lui, est désormais aux commandes au ministère de la fonction publique. Attaché au travail bien fait, il inscrit ses actions dans le cadre de la consolidation des acquis des réformes entamées par son prédécesseur Billy Nankouma Doumbouya. La poursuite de l'assainissement du fichier général de l'administration, le projet de l'École nationale d'administration ou encore la qualification des agents publics seront parmi les chantiers prioritaires. Sous l'impulsion du Premier ministre, chef du gouvernement, je me vois contribuer à nourrir la stratégie de l'amélioration de la visibilité de l'action gouvernementale, ainsi que les facilités de mise en œuvre de la politique publique de ce ministère, en termes de modernisation de l'administration publique pour la rendre plus performante et plus accessible. Dans ce cadre, besoin est d'ouvrir de nouveaux chantiers, prenant en compte la maîtrise des effectifs, le rajeunissement et la féminisation du personnel, ainsi que la réforme de l'État. Il faut en particulier consolider et approfondir le processus de décentralisation et de déconcentration du personnel de l'administration publique. Ces différents passages de témoins se sont déroulés dans une perspective de continuité de la dynamique gouvernementale. Installés dans leur fonction de ministre de la République, ces cadres devront désormais travailler selon leurs feuilles de route respectives en faveur de l'action gouvernementale. La nouvelle directrice générale de la Société navale guinéenne a été aussi installée dans ses fonctions. Fatoumata Bineta Diallo trouve sur sa table le méga projet de transport maritime urbain. Il est conçu pour faciliter la mobilité des populations, comme le stipule clairement l'une des missions de la Société navale, qui est celle d'exploiter judicieusement toutes les voies navigables du pays. Fodé Camara. La Société navale guinéenne a été créée en mai 1968 par le premier régime pour permettre à la Guinée de tirer le meilleur profit de son accès à la mer. En plus des transports maritimes, cette entité exerce aussi des activités auxiliaires de manutention et de consignation. Aujourd'hui, pour poursuivre les réformes, Fatoumata Bineta Diallo tient désormais les rênes de cette société anonyme à participation publique. Elle remplace Fatoumata Sissé, qui de juin 2012 à juin 2020 a ouvert notamment le chantier de la base logistique de Kabélé pour désengorger la plateforme portuaire de Kaloum. Ici, le principal défi est lié à la mise en œuvre du projet de transport maritime urbain de la ville de Conakry. Nous devons poursuivre les efforts de modernisation en cours, aller plus vite s'il le faut, afin de contribuer raisonnablement à la politique du gouvernement dans le domaine des transports, des personnes et de leurs biens, ainsi que celui des transports des produits miniers. Il ne fait l'ombre d'aucun doute, et je puis vous l'assurer, au nom de la continuité de l'État, que nous poursuivrons et consoliderons ces acquis. Fatoumata Bineta Diallo s'engage dans une nouvelle phase de sa carrière, avec pour feuille de route poursuivre le chantier visant à faciliter la mobilité des populations insulaires et à soutenir la dynamique de renouveau du secteur portuaire et maritime.
Au nombre de grands chantiers initiés par le président de la République, figure au premier plan la valorisation du potentiel maritime national, la modernisation du port autonome de Conakry et son extension vers l'Est en sont des illustrations. Mieux encore, depuis 2011, nous assistons à la construction et à l'extension de nouveaux ports sur le littoral nord-ouest de notre pays. Vous conviendrez avec moi que ces multiples et grands projets interpellent la société navale de Guinée à suivre le rythme du développement portuaire national. Derrière la nomination de Fatoumata Bineta Diallo se cache le double souci présidentiel de rajeunir et de féminiser l'administration. Vous verrez dans tous les aspects que la promotion de la femme et la promotion de la jeunesse ne font pas défaut. Donc il l'a dit et il l'a fait, et à l'occasion nous lui disons merci pour ça et de continuer de faire confiance en les femmes et en les jeunes. Nous avons remarqué que les femmes, quand elles sont aux responsabilités, elles sont plus à même de donner des résultats probants. Évoluant dans un environnement très concurrentiel, la société navale guinéenne s'engage dans une dynamique de certification. Un esprit de compétitivité que les nouvelles autorités comptent jalousement entretenir. L'actualité également, l'engagement et surtout les sanctions prises à l'encontre des coupables de la traite des personnes font gagner des points à notre pays dans le combat contre ce phénomène qui a quand même pris de l'ampleur ces dernières années. Pour mener à bien les bonnes actions entreprises, 2 documents viennent d'être validés pour renforcer la protection des droits des victimes de la traite. Mohamed De Camara. Depuis la mise en place du Comité national de lutte contre la traite des personnes il y a quelques années, la Guinée a amélioré son classement et est désormais comptée parmi les pays qui fournissent plus d'efforts dans la lutte contre cette pratique. Des réseaux ont été démantelés et plusieurs centaines de personnes victimes de traite prises en charge. Pour mieux faire face contre le fléau, les acteurs valident à Conakry un plan d'action et des procédures opérationnelles standards de prise en charge des victimes. En 2017, nous avons été rétrogradés dans le classement du département d'État américain, faute de n'avoir pas sanctionné les auteurs. Et aujourd'hui, c'est chose faite, nous sommes sortis de la zone rouge. Nous sommes aujourd'hui un pays fréquentable à travers les actions que nous avons menées sur le terrain. Et les décisions de justice qui ont été prononcées, nous avons partagé ces décisions de justice avec tous les acteurs pour montrer effectivement que le gouvernement est engagé dans la lutte contre la traite des personnes. Ces 2 documents constituent le fruit d'un long processus de concertation et de consultation avec les communautés et d'autres parties prenantes. Le tout appuyé par un expert international. J'espère pour les 2 jours qu'on va faire, les 2 documents seront validés, seront mis à la disposition de tous les acteurs pour qu'on puisse vraiment respecter les mécanismes et les recommandations internationales qu'on a eu à faire et dans le cadre du pacte mondial sur la migration. L'exercice auquel vous allez vous livrer, chers participants, va consister à examiner et à améliorer les 2 documents qui vous seront soumis afin de renforcer le cadre global de protection des droits des victimes de la traite. Je tiens une fois de plus à vous réitérer l'engagement du gouvernement guinéen à faire de la lutte contre la traite des personnes une priorité. Ça l'air déjà en démontre ce que nous sommes en train de faire. Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet d'appui au gouvernement guinéen dans la lutte contre la traite des êtres humains. Elle est financée par le gouvernement américain avec une assistance technique de l'Organisation mondiale pour les migrations. Lancement des audiences criminelles dans la région forestière. À Zérékoré, 14 accusés seront entendus pour assassinat, meurtre et autres crimes graves. La cérémonie d'ouverture de ces audiences s'est faite dans le strict respect de la distanciation sociale. Mohamed Saloupaï, Mohamed Lamine Diallo. Actualité oblige, c'est avec l'observation de la distanciation sociale que les audiences criminelles ont débuté au tribunal de première instance de Nzérékoré. 14 prévenus répartis en 3 dossiers sont inscrits au rôle des infractions liées à l'assassinat, à la destruction d'édifices privés,
dommages aux animaux, complicité de vol aux coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et au meurtre. Ce sont ces dossiers-là, sont au nombre de 3, 2 de Lola. En ce qui concerne le crime qui s'est passé à Gunouta, dont nommés Samba Kamara et consorts sont poursuivis pour assassinat, destruction d'édifices privés, dommages aux animaux, complicité et vol de bétail. Le second dossier concerne justement un dossier aussi de Lola qui vient d'ailleurs nous être communiqué par le juge. Et ça, ce dossier concerne le nommé Edilois qui est poursuivi pour meurtre, qui a tiré à bout portant sur sa femme. Le troisième dossier, c'est un dossier de Youmou pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Les personnes qui sont poursuivies là-bas sont Mouriba Toba Gemou, Toon Kolu Gemou et consorts. L'autorité régionale a salué les avancées enregistrées dans le secteur de la justice guinéenne qui permettent aujourd'hui de liquider tous les dossiers criminels en un temps record. Les Guinéens doivent se réjouir par la réforme de la justice engagée par M. le Président de la République. Vous saviez, avant, les assises criminelles se tenaient 1 ou 2 fois l'an. Maintenant, avec la nouvelle réforme, l'occasion est donnée au tribunal de liquider les affaires au fur et à mesure. Ces audiences criminelles ont permis de faire un éclairage sur les événements du 22 mars et autres crimes commis en Zérékoré, dont 300 victimes réclament réparation. Nous sommes le 26 juin, journée internationale de la lutte contre la drogue. Une journée mise à profit par les autorités pour passer des messages importants liés tout d'abord à la consommation de la drogue et aux dangers qu'elle engendre, mais aussi les résultats encourageants enregistrés par la Guinée. Commandant Morikaba. Le monde entier célèbre ce 26 juin, sur fond de pandémie de coronavirus, la journée mondiale de l'abus de la drogue. La Guinée, notre pays, n'est pas en reste. L'occasion pour les autorités du pays pour faire le point sur la situation de la drogue et de ses dérivés. La lutte contre la vente et la consommation de la drogue est un combat quotidien pour lequel le secrétariat général en charge de la lutte contre la drogue et le crime organisé s'investit pour réduire la consommation de stupéfiants en Guinée. Le thème choisi cette année par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ONUDC, est de meilleures connaissances pour de meilleurs soins. Encore de nos jours, la Guinée reste confrontée au trafic illicite de drogue et à la criminalité transfrontalière organisée. Mais grâce aux réformes engagées, tant sur le plan légal qu'institutionnel, des résultats fort encourageants ont été enregistrés cette année. En effet, les différents services répressifs, gendarmerie, police et douane, procèdent régulièrement à des saisies importantes de drogue et autres substances prohibées qui sont placées sous scellé en attendant leur incinération. Pour des cas de force majeure, certaines quantités saisies à l'intérieur du pays sont diligemment incinérées. La Guinée a pourtant ouvert de grands chantiers de lutte contre l'abus et le trafic illicite de drogue. Hélas, certains faussaires arrivent toujours à se faufiler entre les mailles des filets des services de sécurité. Malgré les différents résultats positifs enregistrés jusque-là par l'ensemble des services répressifs dans le cadre de la lutte contre la drogue et les différentes formes de criminalité, nous restons très préoccupés par l'apparition de nouvelles formes de consommation des drogues constatées chez les jeunes. Il s'agit notamment de la consommation des drogues dures, cocaïne et crack, à travers la chicha dans les bars et boîtes de nuit. La consommation de médicaments, opicides, tramadol, codéine et sirop de néocodéine, en combinaison avec les boissons énergisantes. Soyez rassurés que nous sommes et restons résolument déterminés à poursuivre avec acharnement la lutte contre les réseaux criminels opérant dans notre pays. Institué le 26 juin 1987 par la résolution 4212 de l'Assemblée générale des Nations Unies,
La journée mondiale de la lutte contre l'abus de la drogue rappelle aux États membres les objectifs de créer une société sans abus de drogue. En cette période de coronavirus, l'assainissement de la ville de Conakry est une priorité pour le gouvernement guinéen. Il est accompagné dans cette dynamique par la société Al Bayrak. Ce soir, l'on vous propose le toilettage des plages de Conakry afin de permettre aux jeunes d'avoir des lieux de plaisir propres et agréables à fréquenter. Al-Gassimoba. La plage Tidem à cheval entre la commune de Dixine et celle de Ratouma. Ici, les ordures envahissent le sable. Avec l'arrivée de ces camions de la société Al Bayrak, l'heure est à l'assainissement de ce lieu de rendez-vous. Un lieu de loisirs longtemps resté méconnu à cause de ces ordures qui finissent dans ce bras de mer. À la minière, tout vient se reposer ici. Tous les ordures viennent se reposer ici. Ici, aujourd'hui, ici, ça a été choisi. Là où nous gérons, c'est un sentiment de satisfaction. Nous ne pouvons que les remercier, les encourager davantage à multiplier ces genres d'actions dans toute la Guinée, précisément à Conakry. C'est pour que nous soyons débarrassés des ordures, en fait. Avec l'apparition du coronavirus, l'assainissement de ce lieu de loisirs s'impose comme une urgence. L'activité s'inscrit dans le programme d'assainissement de la ville de Conakry exécuté par la société Al Bayrak. En fait, c'est un projet commun avec le ministère qu'on voudrait développer. On voudrait que tous les plages de Conakry soient propres à disposition du peuple guinéen. Nous sommes en train de monter un projet et cela s'inscrit dans ce projet. Un projet qui va permettre de donner un nouveau souffle à nos plages, à nos côtes et qui va aussi donner du travail aux jeunes. Donc c'est vraiment quelque chose qui me réjouit le cœur. L'assainissement de la plage Tidem permettra aux jeunes des quartiers riverains de se divertir et de contempler la mer. L'action va se poursuivre sur tous les lieux de loisirs de la capitale avant le déconfinement de Conakry. Les fidèles musulmans du monde entier ne pourront pas accomplir le Hajj 2020, 5e pilier de l'islam. Seules les populations du royaume de l'Arabie Saoudite seront habilitées à accomplir ce devoir religieux. Je vous invite à suivre cette déclaration du secrétaire général aux affaires religieuses. Suivez. En référence à la note très urgente de l'ambassade du pays frère et ami du royaume de l'Arabie Saoudite à Conakry, en date du 24 juin 2020, note urgente accompagnant le texte du communiqué radio-télévisé du ministère saoudien des Hajj et de la Umrah relative aux dispositions renforcées prises par le pays hôte pour limiter efficacement la propagation de cette pandémie, précise qu'il aura bel et bien le Hajj 2020, dont la montée de Arafat est prévue le jeudi 30 juillet prochain, réservé uniquement aux citoyens et ressortissants étrangers résidant au Royaume d'Arabie Saoudite, se trouvant présentement sur le sol saoudien. Aucun candidat pèlerin venant d'un autre pays ne sera admis. Musulmans et musulmanes de Guinée, chers compatriotes, au regard de ce qui précède, le secrétariat général des affaires religieuses a le regret d'informer la communauté musulmane de Guinée et les parties prenantes à l'organisation du Hajj et de la Umrah en Guinée, les inspections régionales, les bureaux préfectoraux et communaux, les bureaux du secrétariat général au niveau sous-préfectoral, le conseil des mosquées, les agences de voyage privés pour Hajj et Umrah, tous les partenaires du terrain et les candidats pèlerins
qu'il n'y aura pas de Hajj cette année pour tous les autres pays, y compris la Guinée. Voilà, c'est tout pour ce journal. Grand merci à vous.